Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados littéraires du Salon. Aujourd'hui, épisode 2. L'imaginaire avec Christiane Vadnet. L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel, disait André Breton. Ceux qui aiment se faire conter des histoires le savent. Les rapports entre la réalité et la fiction sont pratiquement impossibles à détricoter. Les œuvres qu'on fréquente influencent notre vision du monde, puis nos actions. On a parfois l'impression qu'elles touchent à une vérité plus vraie que la vie de tous les jours. J'ai eu envie de discuter de ces questions avec 3 écrivains et écrivaines des Premières Nations, de savoir quelles frontières ils tracent entre le réel et le fantastique, entre les mondes matériels et spirituels, bref, entre des catégories plus poreuses qu'elles en ont l'air. Alors aujourd'hui, on part à la découverte des pouvoirs de la fiction avec Louis-Carl Picard-Sioui, J.D. Curtness et Yves Sioui-Durand. Je discute d'abord avec un ardent promoteur des arts autochtones, Louis-Carl Picard-Sioui, écrivain, poète, performeur et commissaire en arts visuels. Louis-Carl a toujours vécu à Wendake, une communauté Wendat tout près de Québec. La première question que je lui ai posée est très simple. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'imaginaire? L'imaginaire, c'est une question extrêmement large, hein. Je veux dire, c'est un concept qu'on peut vraiment interpréter de différentes façons, mais à base, je pense que c'est vraiment nos conceptions du monde. Alors, bon, c'est sûr que moi, je suis anthropologue des religions de formation et donc ça me biaise probablement un peu dans ma conception de l'imaginaire, mais je vois les liens directs avec ce qu'on appelle la cosmogonie, là, ou ce que certains diraient la cosmologie, c'est-à-dire comment en tant qu'être humain, en tant que société humaine, on imagine euh, la nature même de l'espace, de nos relations avec le divin, de nos relations avec les différents éléments qui nous entourent, qu'ils soient physiques, qu'ils soient le vivant, qu'ils soient les esprits. Donc, c'est vraiment à base notre conception des forces qui sont en jeu dans l'univers. Et tout ça, c'est en mouvement, hein, et ça porte des symboles, des signifiants, des signifiés. Et à quelque part, ça nous aide à comprendre le monde dans lequel on s'inscrit et en conséquence, ça influence nécessairement nos actions. Son imaginaire, Louis-Carl l'a musclé à travers l'anthropologie, oui, mais aussi la lecture de poésie, de livres d'art, de science-fiction et même de comic books. Une diversité d'où se dégage une constante, selon lui. J'ai toujours aimé ça, explorer des univers, en fait. Donc, que ce soit par le jeu, par le cinéma, par le livre, par la religion. Bon, je me suis intéressé très tôt aussi aux différents courants religieux. Ça m'intéressait beaucoup comment que l'être humain pense le monde, comment que l'être humain conçoit, dans le fond, sa relation avec les autres. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné, je pense. D'où mes études aussi en anthropologie. Puis, quand vient le temps par la suite d'écrire, c'est sûr que pour moi, au niveau des valeurs, au niveau des symboles, euh, c'est important pour moi aussi de faire vivre et de revitaliser ma culture Wendat et ma culture autochtone au sens large aussi à travers les écrits. D'ailleurs, mon premier livre, mon roman jeunesse, Yawindara et la forêt des têtes coupées, est une nouvelle aventure, si on peut dire, dans l'univers cosmologique Wendat, là, tu sais. Donc, c'était pour moi une façon de parler de situations assez contemporaines, mais en le fixant dans un récit
qui se passe dans un monde très, très près de la cosmologie, évidemment, où les esprits sont très, très actifs dans le quotidien des gens, où le conseil des animaux intervient directement dans la vie du personnage, etc. Donc, il y a tellement de choses, il y a tellement d'œuvres qui ont été inspirées par les mythologies occidentales, qu'elles soient gréco-romaines ou l'Europe du Nord, bon, la mythologie viking ou même la mythologie chrétienne, hein, les anges, les démons, etc. Donc, il y a tellement d'œuvres à travers l'histoire qui ont été inspirées et qui ont permis à ces mythologies-là de demeurer vivantes, de demeurer, de se faire revitaliser sans cesse et de trouver des nouveaux médiums d'expression. Alors que je me disais, chez nous, il n'y a pas ça. Et je trouve ça triste que nos mythologies, qui sont uniques au monde, qui sont du continent, ne trouvent pas de voie d'expression, disons, dans les arts populaires, je devrais dire. Parce que c'est une façon de les remettre à l'avant-plan, de faire réfléchir les gens, de les faire survivre dans une nouvelle époque aussi, de nouvelles façons. Et donc, avec Yawandara et la forêt des têtes coupées, c'était un peu mon objectif. Hein? Et par la suite, bon, j'ai publié aussi une version longue du mythe Wanda de la création. Avec les chroniques de Kitschike, Louis Carle nous propose un roman par nouvelle teinté de réalisme magique et d'une ironie mordante. Il suit le destin de plusieurs personnages dans une communauté autochtone imaginaire, Kitschike. Un nom qui vient de kitsch, bien sûr, Keten, mais aussi des langues algonquiennes, Kitchi puissant, et iroquoiennes, Ké, là-haut. Kitschike, c'est donc le royaume du Keten, mais aussi là où une puissance est à l'œuvre. D'ailleurs, ce livre-là m'a laissé sur une impression vraiment forte. On s'y sent au Québec, mais dans un Québec où les trous noirs grouillent comme des fourmis et où des perles de lumière tombent du ciel. Mais quand je suis arrivé avec Kitschike, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais pas m'attarder à une mythologie particulière, qu'elle soit Wanda, Tinou, Atikamekw. Je voulais avoir une œuvre un peu plus universelle, un peu plus je voulais essentialiser la vie en réserve, c'est-à-dire en réserve du Sud, de faire vraiment comme un portrait rapide dans lequel tous les gens des Premières Nations du Sud du Québec pourraient se reconnaître. Puis c'est une forme d'exorcisme aussi, disons-le. Et à ce moment-là, le genre, ce qui peut paraître comme étant du genre, devient plutôt une exploration de mon propre rôle en tant qu'auteur dans nos sociétés. Et c'est pas si clair dans le premier tome de Kitschike. J'espère que ça le deviendra dans l'autre. Mais je joue au créateur et j'explore beaucoup en sourdine, peut-être dans le premier tome, mais je pense que les gens qui regardent un peu, qui prennent une certaine distance par rapport à la trame narrative principale du chef et de Pierre Wabush, il y a une autre dimension qui explore vraiment notre rôle et nos responsabilités en tant que créateur face aux univers qu'on a créés. Et là-dedans, je m'inscris et je l'ai réalisé probablement par la suite, pas sur le coup en l'écrivant, mais je m'inscris fondamentalement, je pense, dans cette tendance en art visuel qu'on parle du trickster shift. Il n'y a pas de beau mot en français, malheureusement, que j'ai trouvé pour parler du déphasage du fripon. Ça sonne, ça sonne pas très bien, mais à base, c'est vraiment cette idée-là euh, que, 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 que j'interviens dans l'univers, tu vois, sans égard au bien ou au mal, mais véritablement pour rétablir l'équilibre de cet univers-là que j'ai moi-même créé et que je l'utilise pour parler des choses qui nous arrivent pour vrai, en fait. Donc, c'est un terrain de jeu qui peut paraître magique, mais certains diront, comme, bon, tu l'as dit, tu as parlé de réalisme magique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans les critiques. Euh,
Mais la création en tant que telle, c'est quelque chose de magique. Le fait de créer un univers, on est déjà dans le magique. Alors, je ne vois pas ce que mon récit a de plus magique. Mon récit, ce qu'il y a de plus magique, c'est le fait que l'être humain ait le pouvoir de créer des univers comme ça. Pour Louis-Carl, ce qu'il appelle l'acte magique de la création, ce n'est pas anodin. C'est une façon d'entrer dans une lutte décoloniale. Je crois à l'idée que les Sioux-Durant ont développé du rôle de l'artiste autochtone comme guerrier, chasseur, chaman de l'imaginaire. Je crois beaucoup à ça. Que tel un chaman autrefois dans nos anciennes sociétés, que le rôle était de rentrer en communion ou plutôt en communication avec les esprits pour arriver à des solutions concrètes. Tu sais, on va dans l'au-delà, tu sais, on va dans l'imaginaire, puiser dans le zeitgeist collectif. C'est quoi les souffrances? Je pense qu'en tant qu'artiste, on a une sensibilité particulière qui nous rend extrêmement fragile face au courant, aux frustrations, au courant idéologique, à toutes sortes de choses dans nos sociétés qui relèvent presque de la divination dans un sens, au sens que on ressent des choses sans trop comprendre pourquoi. Tu sais, on n'est pas des analystes avec des données puis des statistiques pour savoir ce que les gens pensent, mais on dirait qu'on a un sens, une espèce de sixième sens qui fait qu'on ressent les choses et qu'on a le besoin de les écrire pour s'en libérer, mais que ces choses-là servent au monde. Donc, c'est peut-être le côté chaman de l'imaginaire et le côté guerrier, bien sûr, parce que l'imaginaire est un champ de bataille. C'est pas seulement une place où on va puiser. L'imaginaire est un champ de bataille et c'est pas récent. Hein? Je pense que l'hégémonie culturelle est quelque chose contre lequel il faut se battre. Je crois beaucoup à l'hétérogénéité, aux besoins des différentes cultures, des différentes voies de survivre. Je crois qu'il doit y avoir des écosystèmes différents au niveau culturel comme au niveau biologique si l'humanité veut survivre. Et pour moi, l'imaginaire est aussi un champ de bataille. Et Kitschké, là-dedans, je pense, s'inscrit très, très clairement à ces deux niveaux-là, de faire ressortir les angoisses, les frustrations collectives des Autochtones du Sud, mais aussi devenir un champ de bataille pour, c'est ça, pour dénoncer toutes sortes d'abus, toutes sortes de trucs qui se passent dans nos différentes communautés. L'art me permet de dire bien des choses. J'ai découvert dans le début vingtaine que je pouvais avoir des opinions politiques, en parler aux gens et que les gens me disaient « Chut, Louis-Carl, parle pas de ça, voulant dire tu vas te faire haïr, il va t'arriver de quoi, tu vas avoir des conséquences. » Alors, ou voulaient tout simplement pas en entendre parler sous peur de, tu sais, que ça leur reste dans la tête. Écoute, je sais pas. Par contre, si je faisais une pièce de théâtre et que mes personnages disaient exactement, exprimaient mes mêmes réflexions, les gens venaient voir le show, ils payaient pour, puis en plus, ils repartaient, puis ils étaient contents d'en parler. Alors ça, j'ai découvert ça assez jeune et j'ai trouvé ça fantastique, le pouvoir de l'art qui nous permettait, non pas de placer des idées toutes faites dans la tête des gens. Ça ne m'intéresse pas de placer des idées, des solutions toutes faites. Je ne suis pas un politicien. Ce qui m'intéresse, c'est dire, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans tel type de relation ou dans tel type de situation. Il y a de quoi qui m'agace. Je ne sais pas trop c'est quoi. C'est très, très... c'est organique, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose d'indicible, c'est quelque chose qu'on sent, c'est intuitif. Et je ressens le besoin d'en parler et de faire le tour d'une question X. Et voilà, je le fais avec des personnages rigolos, soit parce qu'ils sont un peu cons, soit parce qu'ils sont un peu losers, soit parce qu'ils sont tout croches, soit parce qu'ils sont toxicomanes, mais peu importe. Il n'y a pas d'humain parfait. Et je pense que tu en parlais. Dans Kitschké, il n'y a pas... il n'y a pas de bons personnages dans Kitschké. Tu sais, il n'y a pas de personnage parfait. Il y a peut-être celui qui s'en rapproche le plus, c'est probablement l'aîné, Roméo Cœur brisé, qui est probablement celui qui est le plus proche d'être parfait, mais il ne l'est pas non plus. On sent qu'il y a des frustrations, parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça l'humanité aussi, tu sais, puis c'est ça nos communautés. Guerrier ou chaman de l'imaginaire. Quelle belle expression, non?
L'auteur ne fait pas que divertir, transmettre ou émerveiller. Il construit le territoire où on forme nos conceptions du monde, où on pense la société. Au fond, Louis Carle nous rappelle quelque chose de très simple. Écrire est un geste politique. Chaque prise de parole, comme chaque silence, donne forme à ce qui nous entoure. Et pour l'auteur, défendre la place de la culture autochtone, la faire rayonner, c'est aussi contribuer à un vaste mouvement de valorisation de la diversité dans la société québécoise. Ça commence par l'imaginaire et les langues, là, la décolonisation. Tu sais, c'est drôle parce que récemment, j'avais une entrevue avec une journaliste un peu sur cette question-là de faut-il déboulonner les statuts? Faut-il changer les noms de rues? Ben, écoutez, j'ai dit la première, il y a des étapes avant ça, je pense. Ça, c'est symbolique puis c'est important. Moi, je ne suis pas pour tout déboulonner, je suis pour rééquilibrer. Et à la blague, euh, je disais, ben, ça fait 400 ans au Québec que l'on nomme les bâtiments, les rues avec des noms de mâles blancs catholiques d'origine française. On pourrait-tu mettre un moratoire de 400 ans encore pour les prochains 400 années de plus nommer de statues, puis de rues, puis de bâtiments avec des hommes blancs catholiques d'origine française? Il y a des femmes, il y a des gens des Premières Nations, il y a une diversité au niveau des orientations sexuelles. Il y a toutes sortes de gens qui ne sont pas représentés dans l'imaginaire québécois. C'est pas juste par rapport aux Premières Nations, tu sais, mais si on parle des Premières Nations, décoloniser la pensée, c'est avant tout reconnaître que le territoire qu'on habite collectivement, tout le monde ensemble, n'a pas 400 ans d'histoire, qu'il y en a au minimum 13 000 ans. Et que les 13 000 années avant l'arrivée des Français sont tout aussi importantes, chacune de ces années-là, que celle qui est arrivée après. Et donc, changer complètement notre rapport. L'histoire ne commence pas avec l'arrivée des Européens. L'histoire commence avec, au minimum, on pourrait remonter encore beaucoup plus loin, mais avec l'arrivée des premiers humains. Hein? Donc, c'est un changement de perspective. Assurément, nous faire changer de perspective est l'une des forces du travail de l'auteur. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve dans la suite des Chroniques de Kitchike, car oui, c'est un univers en expansion, que ce soit sur la scène ou sous forme de livre. Tournons-nous maintenant vers une nouvelle définition de l'imaginaire, celle de J.D. Kurtness. Sous ses mystérieuses initiales se dissimule une écrivaine au parcours atypique. Née à Chicoutimi d'une mère québécoise et d'un père Innu de Mastoyache, Julie D. Kurtness a grandi avec les films de James Cameron, X-Files et Zelda, mais aussi avec les mots de Romain Gary, Milan Kundera et Régent Ducharme. Après avoir étudié en littérature, elle a bifurqué vers l'informatique. Tout de suite, elle me parle de l'imaginaire comme d'un espace de liberté. L'imaginaire, pour moi, c'est quelque chose de très important parce qu'on est tellement souvent happé dans notre quotidien que l'imaginaire, c'est un moyen pour sortir de la boîte. C'est un moyen de vivre autre chose que ce qu'on est en train de vivre. Mais on a besoin de deux choses pour se projeter dans l'imaginaire parce que les enfants, ils font ça naturellement, alors que nous, les adultes, c'est plus difficile, on est plus pognés dans notre quotidien. Il faut payer le loyer, il faut sortir les vidanges. Alors, on oublie parfois c'est quoi pouvoir lâcher prise un peu. Donc, les deux ingrédients que je dirais qui ont un lien pour se projeter dans l'imaginaire, c'est avoir du temps, qui est un luxe de plus en plus rare, et aussi avoir de l'espace mental. Donc, si on est trop occupé ou qu'on a la tête pleine de soucis, c'est très dur après de pouvoir lâcher prise. Alors que si on a beaucoup de temps, puis si on a l'esprit en paix, si on veut, comme moi, je dirais que d'un point de vue personnel, ma vie, là, d'un point de vue narratif, est très plate. C'est parfait comme ça, c'est ennuyant ma vie, mais moi, je veux pas raconter ma vie, donc ma vie, c'est parfait qu'elle soit ennuyante parce que ça me permet de me projeter dans un imaginaire, puis d'être dans ma tête. Puis ensuite, quand je reviens dans la vie réelle,
ma base est solide, puis c'est facile de retrouver ces marques. Entre le réel, puis entre le réel et l'imaginaire, la frontière entre les deux, pour moi, est assez poreuse. Puis, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je vais te conter une anecdote. Quand j'étais ado, j'avais vu un épisode de Ally McBeal. Je pense que c'est une télésérie qui est vraiment tombée dans l'oubli. C'était une télésérie des années 90. C'était un cabinet d'avocats. Puis bon, il défendait des gens. Puis c'était un peu humoristique. Puis là-dedans, il y avait une histoire à mener où c'était une femme qui était, je pense qu'elle avait le cancer. Elle était à l'hôpital. Puis elle avait une certaine bataille, je pense, avec son fils, qui lui voulait qu'elle demeure consciente. Et elle, ce qu'elle voulait, c'était dormir, parce que cette femme-là, quand elle dormait, elle s'était construit toute une vie en rêve. Donc, dans un rêve, elle avait un mari, elle avait plusieurs enfants, donc elle avait énormément d'amour et de bonheur qu'elle n'avait pas, parce que quand elle était éveillée, elle était souffrante, elle avait une relation plus ou moins conflictuelle avec son fils. Donc, elle réclamait le droit de pouvoir rêver finalement. Puis j'avais vu ça adolescente, puis ça m'avait fait grande impression parce que ça pose la question entre à quel point est-ce que notre cerveau est complexe et à quel point est-ce qu'on a le droit de s'y perdre. Donc, tu sais, je me pose beaucoup la question entre qu'est-ce qu'une émotion humaine? Tu sais, on est une soupe de neurotransmetteurs. Tu sais, donc, des notions comme la volonté, est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à des gens qui, disons, qui n'ont pas d'ambition ou qui sont paresseux par rapport aux gens qu'on valorise vraiment beaucoup parce que ces gens-là accomplissent plein de choses, puis sont d'une bonté inouïe, puis, alors que tout ça dépend de ta chimie de cerveau. Tu sais, donc, moi, c'est vraiment des questions que je me pose souvent entre qu'est-ce que le réel, à quel point notre cerveau, c'est tout ce qu'on a, puis à quel point on est esclave de notre cerveau, puis de notre, comment dire, de notre chimie intérieure. Julie a écrit 2 romans très bien reçus. Le premier, De vengeance, a obtenu plusieurs prix et a été traduit vers l'anglais. Il raconte l'histoire d'une narratrice misanthrope et amie des animaux qui se découvre une vocation de tueuse. Dans le second, Aquarium, on rencontre une jeune biologiste coincée dans l'Arctique pendant qu'une pandémie ravage le continent. Ses œuvres ont respectivement été qualifiées de romans policiers et de dystopie. Moi, quand j'écris, je me dis pas, tiens, je vais faire un livre de tel style ou qui va rentrer dans telle case. Tu sais, moi, j'écris les histoires qui me branchent, tu sais, les histoires qui me viennent en tête. Et puis après ça, de catégoriser ces histoires-là, on dirait que je me dédouane de tout ça. On dirait que c'est pas à moi de faire ça, c'est pas à moi à décider ça ou à catégoriser ça. Donc, je suis toujours un peu surprise quand les gens réussissent à mettre une étiquette sur ce que je fais. Tu sais. Alors, en même temps, mais en même temps, vu que disons que j'ai pas tendance à utiliser les codes de ces genres-là, ben les lecteurs, disons, qui s'attendent à les retrouver dans ce que je fais parce que ça a été classé comme tel, vont peut-être être soit déçus ou soit déstabilisés. Donc, je pense qu'il y a du positif là-dedans parce que ça, d'un point de vue marketing, ça m'amène dans des niches que je pensais pas, disons, toucher. Mais en même temps, ça peut peut-être me nuire parce que les gens ont l'impression que c'est pas vraiment ce qu'ils recherchaient. Donc, ils vont peut-être être déçus parce que le livre répond pas à leurs attentes. C'est étrange parce que tu vois, j'ai lu des romans policiers, j'ai lu de la science-fiction, j'ai lu des dystopies, mais je m'abreuve pas nécessairement beaucoup à ces littératures de genre-là. Donc, ça me fait tout drôle de penser que j'ai réussi à écrire quelque chose qui peut être classé parmi ces genres-là, alors que c'était pas du tout mon intention. J'ai pas l'impression d'avoir nécessairement les outils pour le faire. Voilà. Mais en même temps, je me rends compte avec le recul que quand j'étais plus jeune, j'étais fascinée par, comme bien des enfants, par la science-fiction, par tout ce qui était écologie aussi. Tu sais. Puis si on me demande pourquoi j'écris de la dystopie, en fait,
comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression qu'on vit dans une dystopie d'une manière ou d'une autre. J'ai l'impression que tout le monde sait que, comment dire, que la planète s'en va chez le diable, puis, mais on est incapable de faire quoi que ce soit pour renverser la vapeur. Donc, pour moi, déjà, on est dans une espèce de dissonance cognitive, de dystopie, de double pensée. Puis, écrire ne fait que refléter ce que moi, mon impression que j'ai du monde en ce moment. À lire Julie, en tout cas, on voit bien que la crise écologique est une dystopie à l'œuvre dans la fiction. L'héroïne de Vengeance oppose sa propre violence à celle exercée contre la nature par ses victimes. Aquarium est ouvertement une dystopie environnementale écrite bien avant la pandémie de COVID-19. Ce qui anime Julie, c'est entre autres de dire le deuil d'un territoire altéré par les actions humaines. Je veux dire que la nature, on a le droit d'être triste de l'avoir perdue. On parle beaucoup de la question autochtone, puis de la perte de l'accès au territoire. C'est encore une blessure vraiment vive pour beaucoup d'Autochtones, mais moi, j'irais plus loin, puis je dirais que c'est une blessure vive pour monsieur, madame, tout le monde. C'est qu'on est tellement déconnecté de la nature qu'on s'impose une violence inouïe à vivre dans du béton, dans du bruit, et on a perdu ce contact-là. Donc, c'est normal d'être triste, d'être déprimé. Je me dirais aux gens, c'est normal que tu te sentes comme une merde parce qu'on a perdu quelque chose de fondamental. Donc, je dirais que c'est ça, comment dire, ma réflexion envers la nature. C'est là qu'elle est rendue. Devant ces enjeux cruciaux, Julie voit la fiction comme un laboratoire. À la classique question « La science-fiction nous dit-elle le réel ou prévoit-elle le futur ?» voici ce qu'elle a à répondre. La littérature, en fait, moi, je vois ça comme une expérience de pensée. Donc, on se projette dans un monde imaginaire, puis le lecteur te suit là-dedans. Puis, et en même temps, moi, j'écris pas des romans à thèse. Je sais pas de pousser une idée, ou peut-être, mais c'est bien inconscient. C'est pas ça le but. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Puis oui, je mets comme trame de fond, disons, l'environnement ou l'écologie ou la science ou peu importe. Mais le but, c'est de faire vivre des émotions ou des aventures. Les écrivains ou n'importe quel artiste en général, on a, comment je pourrais dire ça, la nature de notre métier fait qu'on a beaucoup de temps pour observer le monde, puis réfléchir au monde. On n'a pas besoin de travailler comme 45 heures semaine d'un job qui nous épuise. Donc, on a plus de temps pour, pour réfléchir d'où on vient, où on va. Puis ça se reflète, mais en même temps, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'il y en a des plus habiles que d'autres comment dire, à prévoir ce qui s'en vient, mais en même temps, c'est pas ésotérique, là. C'est un peu comme un détective ou un scientifique ou n'importe quelle personne qui fait un job rationnel, c'est-à-dire que tu regardes les faits, tu regardes les indices, puis ensuite, tu prévois où ça s'en va. Tu prévois une trajectoire. C'est un peu comme la balistique existentielle. D'ascendance Innu, Julie aborde peu la question de son identité autochtone dans ses textes, un point qui déstabilise parfois les journalistes, qu'elle m'a dit. J'ai donc voulu parler avec elle de l'interaction un peu floue entre l'imaginaire qu'on développe et l'identité qu'on porte. C'est clair que c'est là en trame de fond, mon identité autochtone, mais j'ai une identité québécoise aussi. Je ne suis pas juste une autochtone ou une québécoise. C'est comme les deux. Puis les deux sont mélangés. Là, c'est vraiment un beau smoothie. Là, c'est pas, c'est pas super clair qu'est-ce qui fait partie de quoi. Puis en même temps, comment je pourrais dire ça? C'est comme si on demandait à n'importe quel auteur québécois ton identité québécoise, comment elle se reflète dans ton œuvre. Par rapport à l'identité autochtone, je te dirais, bon, moi j'ai une sensibilité à la nature qu'on peut lier, oui, à certaines préoccupations des nations autochtones, mais en même temps, est-ce l'adage des nations autochtones de se préoccuper de la nature puis d'être, comment dire, de souhaiter une meilleure harmonie avec elle? Pas nécessairement. Dans Aquarium, c'est vrai qu'il y a un personnage qui est autochtone,
Mais ça m'est venu naturellement. Je me suis pas dit, ah, il faudrait que je plug un autochtone à un moment donné. Ça n'a pas rapport parce que je l'ai mis là parce que c'est un roman plus sur le métissage, donc sur comment dire, la transmission, puis la famille, puis d'où on vient. C'est plus ces thèmes-là qui me viennent en tête avec mon deuxième roman. Puis en fait, ce que je voulais plus travailler avec le deuxième roman, c'était de prouver à quel point on ne connaît pas ses ancêtres. On ne sait pas d'où on vient. Après 2-3 générations, là, on ne sait pas du tout qu'est-ce que faisaient nos arrière-grands-parents ou notre grande tante ou arrière-grande cousine. C'est toutes des gens qui ont vécu, qui, grâce à beaucoup d'adversité, grâce à beaucoup de ténacité, ont réussi à nous transmettre leur gène, mais on n'a pas vraiment idée de qui étaient ces gens-là. Donc, j'essayais de donner une espèce de plusieurs petites fenêtres sur qui avaient été les ancêtres d'un personnage dans ce livre-là. Puis ça donne que tu as quelques ancêtres là-dedans qui sont autochtones, mais comme je pense beaucoup de gens ont quelque part dans leur arbre généalogique des gens soit autochtones ou soit d'un peu partout sur la planète. Donc, je trouve que c'est intéressant comme thème. Il n'y a pas de récits, disons, Innu qui m'ont fortement inspiré dans ce que j'écris aujourd'hui, à part peut-être un récit qui en est un, comment dire, qui n'est pas littéraire, c'est-à-dire peut-être plus mon histoire familiale. Tu sais, le côté autochtone de ma famille, c'est ils ont fait beaucoup de politique. Donc, mon oncle a été chef, mon père a fait beaucoup de politique, mon grand-père a été chef, mon arrière-grand-père a été chef, mon arrière-arrière-grand-père a été chef. Donc, je viens d'une famille qui a beaucoup travaillé pour donner une dignité puis une qualité de vie à ma génération. Tu sais. Donc, je te dirais que je suis très consciente de pas être la génération spontanée. Là, tu sais. Je suis consciente que tout ce que j'ai, c'est parce qu'il y a des gens avant moi qui ont travaillé très fort pour que j'y ai accès. Tu sais. Donc, je me sens vraiment privilégiée. Je te dirais que c'est cette conscience-là qui m'habite. C'est dire que pour Julie, la liberté de se consacrer à la balistique existentielle qu'est la fiction, elle la doit un peu à ceux qui l'ont précédée. Et l'un de ces pionniers, c'est bien sûr mon dernier invité, Yves Sioui-Durand, un homme de théâtre à la feuille de route impressionnante. En 1985, il a fondé avec Catherine Jonca et John Blouin la première compagnie autochtone de théâtre active en français au Canada, Ondinoc. Auteur et metteur en scène, il a travaillé sur des dizaines de productions dont plusieurs relèvent du théâtre mythologique. Il allait donc de soi qu'avec lui, j'allais aborder la question sous cet angle. Qu'est-ce que c'est un mythe? Je dirais qu'un mythe, c'est un récit dont l'origine remonte à nos ancêtres, à un temps qui est proche des origines de l'humain. On pourra commencer par ça. Donc, c'est un récit qui est collectif. Ce n'est pas le récit d'un auteur en particulier. Il y a probablement des milliers d'auteurs qui se relaient dans la transmission d'un mythe. C'est aussi un récit, c'est ça, qui est fait avec des multiples voix à travers les âges. Le mythe m'enseigne tout ce qui est vivant, animé, inanimé, et à l'échelle du cosmos. Donc, il fonde, la fonction du mythe, je te dirais, ça fonde la psyché collective d'un peuple, d'une civilisation, d'un groupe humain. Et autant dans son inconscient que dans son conscient. Tu sais, c'est autant la part de l'inconscience, on pourrait dire, de la profondeur psychique que de la perception consciente du monde autour de soi. Il n'y a pas de frontière entre rêve et réalité. C'est la nature du mythe en soi, et ni entre les animaux et les hommes et les autres entités. Donc,
c'est dans mon cas, ce qui m'intéresse dans les mythes, particulièrement les mythes amérindiens, euh, c'était très important pour moi. Euh, je vois les mythes aussi comme étant, particulièrement les mythes Wanda, pour moi, dans ma culture, c'est la matrice dans laquelle on baigne, qui fonde notre identité, notre appartenance et notre identité profonde précolombienne. Depuis de nombreuses années, Yves voyage de par le monde pour récolter les mythes des premiers peuples. De cette façon, il cherche à se réapproprier la culture et les valeurs profondes présentes en Amérique avant l'arrivée des Européens. Sa démarche est aussi ancrée dans la connaissance des mythes rapportés par les anthropologues ou racontés par exemple dans les relations des Jésuites. Mais pourquoi parler spécifiquement de théâtre mythologique? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, le théâtre, c'est un travail sur scène, un travail avec le corps. OK? Et notre corps d'Autochtones est le réservoir d'une mémoire qui vient de nos ancêtres, tu sais, qui est génétique. Et c'est le théâtre comme art, et par les processus dans lesquels je me suis engagé, a permis de réveiller cette mémoire-là. Et donc, ce n'est pas nécessairement uniquement le récit mythique comme tel. Tu sais, je n'ai pas procédé en disant, OK, je vais mettre en scène tel mythe ou tel. Ce n'est pas tellement ça. C'est que le mythe révèle des processus et des valeurs qui m'ont permis d'écrire scéniquement un théâtre qui avait une fonction opératoire, c'est-à-dire qui redonnait au mythe sa puissance opératoire. Parce que pourquoi on racontait ces histoires-là et comment on les racontait à l'époque ancienne, c'était à la fois dit, chanté, dansé et vécu collectivement. Le mythe d'origine, par exemple, on sait autant chez les Inuits comme chez les Huron-Wendat, anciennement, raconter le mythe d'origine ou le mettre en scène, si tu veux, collectivement, ça pouvait prendre 10 jours. C'était pas une histoire courte, c'était des versions longues. Pourquoi? Parce que c'était le lieu de plein de choses, de réactiver plein de rites collectifs qui refondaient. Le but du récit du mythe d'origine, c'était de refonder l'identité collective, restaurer la psyché collective. Et donc, ça avait un but aussi de guérison, quelque part, collective, de réaffirmation culturelle, de participation collective au même esprit. Et donc, c'est beaucoup par... Le mythe est vécu plus qu'il est écouté. Donc, le théâtre est le lieu du vécu. Le théâtre propose aux spectateurs et autant aux acteurs qui vont venir sur scène, qui vont performer, si tu veux, c'est le lieu d'une rencontre. Le théâtre est le lieu d'une rencontre entre le public et les acteurs qui ne sont pas uniquement eux-mêmes, qui viennent interpréter ou qui amènent sur scène des personnages ou des entités, où à travers eux vient des choses. Et c'est cette rencontre dans l'instant, dans la présence, que se reformule, si tu veux, cette situation de partage dans la présence. Donc, c'est dans ce sens-là, comme les anciens se servaient des mythes d'origine pour faire revivre un peu, si tu veux, la naissance même de la psyché collective, le théâtre fait un peu la même chose. Il vient restaurer les liens très, très, très profonds dans l'action, dans la présence. Ondinoc a été fondé alors que le Canada finissait de difficiles négociations constitutionnelles auxquelles les Premières Nations n'avaient pas eu accès. La compagnie présente à cette époque Le Porteur des peines du monde, un spectacle mythologique sur la volonté de renaissance des peuples autochtones.
Suivront plusieurs œuvres ou structures narratives peu redevables à la tradition occidentale, sauf peut-être dans Hamlet le Malécite, une relecture de Shakespeare, et La conquête de Mexico, basée sur des événements historiques. En 35 ans, la situation des artistes autochtones au Québec et au Canada a complètement changé selon notre invité, mais pour lui, l'objectif reste le même, réaffirmer une identité autochtone, authentique et forte. Il y a eu une série d'explosions qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a plus, comment je dirais ça, il y a une présence, une voix, une littérature, des images, des démonstrations scéniques qui dévoilent ou réactualisent constamment notre différence profonde, je pense, avec la société canadienne ou québécoise. Le but n'étant pas de s'intégrer dans ces sociétés-là, mais bien de maintenir notre identité profonde. Et ça nous relie constamment, tu vois, avec d'où l'on vient, qui l'on est, qui l'on est profondément. Et on est des non-occidentaux. Et ça, quand on parlait tantôt du mythe, le mythe particulièrement, la conception du temps, c'est qu'il n'y a pas de distinction entre le passé, le présent et l'avenir. Et donc, il y a une continuité de repères, si tu veux, qui nous permet de nous transmettre, de nous maintenir à travers le temps. Le but des grandes civilisations amérindiennes, c'était de persister à travers le temps, de revenir. Tu sais, c'est une pensée cyclique, c'est une pensée qui réaffirme constamment son origine, qui met ses ancêtres en avant de soi, c'est-à-dire dans le futur. On marche vers nos ancêtres. Il n'y a pas de but d'évolution, de progrès, de ci, de ça. On n'est pas du tout dans ce système de performer pour arriver à être plus que ce que l'on est. C'est de préserver les fondements de notre humanité. Yves est né à Wendake dans les années 50, alors qu'on venait à peine de lever une longue interdiction des cérémonies traditionnelles autochtones. Il a donc passé son enfance dans une communauté folklorisée, ce qui était dû, selon lui, au manque de connaissances sur la culture Wendat à l'époque. Je lui ai demandé s'il pensait que, pour construire le futur, il était nécessaire de représenter les difficultés vécues par les peuples autochtones, ou s'il valait mieux, selon lui, véhiculer des représentations positives, comme on l'entend parfois, pour renouveler l'imaginaire. Moi, je pense qu'on peut continuer, on doit probablement continuer à dévoiler certaines choses pour pouvoir y échapper, pour échapper au joug, tu sais, parce que le silence, c'est l'enfermement. Et donc, toute la stratégie de la domination des gouvernements a été de nous réserver, hein, de nous placer dans des ghettos et de nous faire taire. Et depuis les 30 dernières années, il y a une prise de parole, il y a une affirmation, il y a des auto-histoires qui commencent à sortir, qui s'écrivent, etc. Et ça, c'est une nécessité absolue. Et on ne peut pas le faire en refusant la souffrance qui est autour de nous ou sa propre souffrance. Je pense qu'on n'a pas le choix de passer à travers cette souffrance-là pour y échapper, pour s'en délivrer et pour sortir de l'enfermement. Maintenant, pour ce qui est du futur, il y a un peu ma vision personnelle et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut penser que tout est tourné vers le futur. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de notre histoire, on n'a plus besoin de nos mythes, et que tout ce qui est positif est dans l'avenir. Et l'avenir, ça n'existe pas. L'avenir, c'est un souhait. On souhaite être là demain, mais demain, on ne sera peut-être pas là. C'est pas nous qui décidons, c'est l'univers qui décide. Donc, l'avenir, c'est strictement une prémonition, une projection vers quelque chose qui n'est pas encore là. Par contre, le passé, lui, il existe. Et il nous habite. Et nous sommes ce passé. Et on ne peut pas y échapper. Donc,
on peut pas nier le passé parce que la conception du temps en cyclique ancestral, c'est qu'on est totalement notre passé. Et on est nos ancêtres. Et donc, pour moi, l'avenir, et c'est étrange que je vais te dire, puis je vais te donner un exemple. C'est vraiment de marcher vers notre origine. Et ça veut dire pour moi réaffirmer cette dimension précolombienne qui est notre propre identité, l'essence de notre propre identité et qui va nous permettre de demeurer totalement différents au sein d'un monde en mutation et qui agite plein d'illusions à travers les artefacts électroniques, entre autres. J'étais au Yukon il y a 3 ans dans une grande conférence autochtone, des arts autochtones, et il y avait des jeunes de 17, 18, 20 ans qui étaient là et qui sont venus témoigner. Et ils ont dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ils ont dit, et tu vois, c'est un peu paradoxal parce que ça touche ce que je suis en train de te dire. Ils ont dit, OK, on comprend cette souffrance que vous avez, eux étant une nouvelle génération qui n'ont pas vécu le sévice des pensionnats ou les ostracisations des méfaits de la politique et de l'enfermement dans les réserves, moins en tout cas. Et ils disaient, on comprend, mais on est fatigué d'entendre votre douleur. Et on se pose comme question, ce qui nous intéresse de réapprendre et de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le contact? Qui étions-nous? Et ça m'a fait, attends un peu, wow, qu'est-ce que j'entends? Je ne l'ai pas entendu seulement là au Yukon, je l'ai entendu un peu partout autour de moi, à Montréal, dans certaines communautés, mais aussi au Chili, au Pérou, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, au Guatemala, au Mexique. Les jeunes se demandent véritablement, c'est quoi notre vraie histoire? Et la vraie histoire n'est pas encore écrite. On en a des fragments, tu vois. Et l'auto-histoire de chacun peut contribuer à dévoiler une partie de cette véritable histoire qui est la nôtre. Parce qu'elle nous a été racontée à venir jusqu'à maintenant, tout le temps par les autres. Et on commence à la raconter, la nôtre. Yves rêve que la jeunesse autochtone ouvre sa conscience aux réalités des peuples des 3 Amériques pour bâtir en commun un point de vue singulier sur le monde. Comme une autre de ses pierres à l'édifice, il vient de faire paraître Okiwe-Atiskin, l'esprit des eaux, un recueil d'essais théoriques, poétiques et polémiques. Quels sont les pouvoirs de la fiction? Si on en croit Louis-Carl Picard-Sioui, J.D. Kurtness et Yves Sioui-Durand, les récits qu'on se conte peuvent décoloniser la pensée, mettre à l'épreuve des idées et actualiser l'identité des peuples autochtones. Guerriers de l'imaginaire ou experts en balistique existentielle, ils nous disent qu'ouvrir les pages d'un livre, assister à un spectacle de théâtre ou regarder un film ne sont jamais des actes sans conséquences. Ils ont plutôt tout à voir avec le façonnage du futur ou la redécouverte de notre passé, un travail collectif et nécessaire de remodelage de l'imagination. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 9e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Kwahiatonk, avec l'appui financier du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 9e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par Inergex, Énergie renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake et Hydro-Québec. Réalisation et animation, Christiane Vadnet. Invités, J.D. Kurtness, Louis-Carl Picard-Sioui et Yves Sioui-Durand. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Louis-Carl Picard-Sioui. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.